Trump continue de pousser son initiative pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. Il veut mettre fin à cette guerre, il semble vraiment vouloir obtenir un prix Nobel de la paix de manière assez pressante, et il ne cesse d'essayer de convaincre les différentes parties de faire tout ce qu'il faut pour aboutir. Il dit que Trump ou Poutine veulent parvenir à un accord. Il dit que Zelensky, selon lui, veut mettre fin à la guerre. Mais quand on commence à examiner les conditions, même celles souhaitées du côté de Trump, et qu'on les compare avec les capacités du côté ouest européen et du côté ukrainien européen lui-même, de gros problèmes commencent à apparaître, même indépendamment de la question de savoir si quelqu'un est prêt à céder sur certains points qui leur sont imposés. Et pour essayer d'y voir plus clair, notamment sur l'aspect militaire de tout cela, nous retrouvons l'incontournable colonel Douglas MacGregor, analyste en défense et politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la défense et vétéran de combat hautement décoré. Tout comme toujours, bienvenue dans l'émission. Écoutez, nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de ce qui s'est passé après l'Alaska et de l'enthousiasme de Trump concernant cette guerre. On peut même remonter plus loin lorsqu'il disait qu'il allait mettre fin à la guerre en 1 jour, puis en 100 jours, puis en 2 semaines, en 50 jours, 10 jours. Et aucun de ces délais n'a jamais été tenu. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il dit « Bon, je pense que nous saurons quelque chose dans 2 semaines ». Que pensez-vous tout d'abord de l'intention et du désir de Trump? Parce que, certes, c'est mieux que ce que nous avons eu avec Biden, qui n'a même jamais voulu parler à la Russie. Mais ces possibilités ou sa démarche sont-elles réalistes? Merci Dan. Je suis d'accord que le président Trump représente une nette amélioration par rapport à son prédécesseur. Mais comme nous le savons tous les deux, ce n'est pas dire grand-chose. La barre est très basse. Cela dit, je pense que nous devons comprendre. Et vous savez que j'aime personnellement le président Trump, et je crois que ses instincts ou ses intentions sont sincères. Que nous assistons à un long et ininterrompu show de télé-réalité. Tout ce que fait le président Trump est pensé pour l'image. Autrement dit, la rencontre en Alaska n'avait que très peu de substance. Et je ne pense pas qu'il s'en préoccupait beaucoup. Il voulait simplement apparaître comme quelqu'un qui changeait le climat, au moins dans les grandes lignes, avec la Russie. Il voulait être photographié avec le président Trump et le président Poutine, entouré de ses F-22 ou de n'importe quels avions présents à ce moment-là. Et, bien sûr, il y a eu le bombardier B-2 qui a tout survolé. C'est du Trump typique, très théâtral, il sait mettre en scène les choses. Mais le problème est que ces réunions improvisées, et c'est exactement ce que c'était, signifient qu'il n'y a aucune préparation systématique. Préparation qui prend normalement des mois. Les Américains, dans les années 70 et 80, étaient habitués à des sommets entre l'Union soviétique et les États-Unis, après de longs mois de travail acharné et de préparation minutieuse. De sorte que les dirigeants présents, Gorbatchev et Reagan, par exemple, ne débattaient plus sur le fond, mais discutaient de l'impact et des raisons pour lesquelles cela avait du sens. Et lorsqu'ils s'exprimaient publiquement, on avait l'impression qu'ils avaient parfaitement assimilé le dossier et le soutenaient de manière crédible. Je ne vois rien de tel avec le président Trump. Donc, je pense que la réunion en Alaska a été un moment agréable, mais pas grand-chose de plus. Alors quand les gens demandent « Où en est-on sur le front de la paix ? Quels types d'accords sont en cours ?» Je leur réponds « Écoutez, je n'en vois aucun. Il n'y a pas d'accord de ce genre. » Encore une fois, il n'y a jamais eu de stratégie clairement énoncée par le président Trump ou par son administration. Honnêtement, ce qui est écrit sur le papier n'a pas d'importance, car le président Trump agit à l'instinct. Donc, au final, je pense que nous sommes exactement là où nous étions il y a des mois. Il n'y a aucune résolution en vue. Et il faut se méfier de ces déclarations du type « Je pourrais mettre fin à cette guerre en 24 heures ». Vous savez, comment ça s'est-il passé? Ce sont des absurdités. Mais si vous ne savez rien de l'Ukraine, rien de l'Europe de l'Est, rien de la Russie, et que vous vous voyez comme un brillant négociateur, alors cela devient une nouvelle démonstration de vente de voitures d'occasion. Je ne pense pas que cela marche. Donc, même si ses intentions étaient peut-être bonnes,
et je suis tout à fait prêt à accepter cette possibilité. Rien de concret n'en est sorti. Et je pense qu'on peut dire la même chose de la semaine dernière à Washington, D.C., quand il a reçu Zelensky et les dirigeants européens dans le bureau ovale. Encore une fois, ils ont répété ce qu'ils disaient déjà des semaines, voire des mois auparavant. Je n'ai vu aucun changement de leur part non plus. Et vous? Non, pas encore. Nous pourrons revenir là-dessus. Mais je veux quand même faire un commentaire sur cette photo particulière, parce que le général Kellogg semble s'être pas mal fait apprécier des Russes. Apparemment, il a utilisé le même téléphone portable et le même numéro, certes crypté, mais encore et encore pendant des mois, voire des années. Résultat, les Russes ont pu suivre toutes ses activités chaque fois qu'ils visitaient Kharkiv ou d'autres endroits. Et ce téléphone a servi de repère pour cibler. Ainsi, beaucoup des lieux qu'il a visités ont été totalement détruits, avec le personnel militaire qui s'y trouvait, y compris de l'OTAN et des Américains. Il a donc été une véritable aubaine pour le renseignement russe. Eh bien, je ne pense pas que beaucoup de gens le sachent. Moi-même, je ne l'avais pas appris avant que quelqu'un de la communauté du renseignement ne me le fasse remarquer. C'est tragique, mais j'ai bien peur que ce soit vrai. Waouh! Je ne savais pas ça. Revenons au cœur du sujet, car la question n'est pas seulement ce que Trump fait ou ne fait pas. Je trouve ton observation sur la télé-réalité continue très intéressante, parce que ça correspond exactement à ce qu'on observe. Je n'y avais pas pensé en ces termes, mais waouh, c'est assez juste. Malheureusement, il n'est pas seul, il y a d'autres acteurs dans cette pièce. Voici l'ancien secrétaire d'État, ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, sur Fox News, plaisantant à propos de l'affirmation selon laquelle Trump aurait obtenu de la Russie un accord stipulant que l'Ukraine évacuerait le Donbass et le rendrait à la Russie. Et Pompeo se moque tout simplement de cette idée, il la tourne en ridicule, disant que ce n'est que du bluff. Même suggérer, ne serait-ce qu'un instant, qu'ils obtiendraient tout le Donbass, une région qu'ils se battent à contrôler entièrement depuis longtemps, sans y parvenir, et qu'ils le recevraient gratuitement, sans rien en échange, avant même d'avoir concédé quoi que ce soit d'important. Est-ce une hypothèse qu'on peut rejeter assez facilement? Oui, David, je pense que c'est une hypothèse qu'on peut rejeter assez facilement. En fait, réfléchissez à ceci. Les Russes ont perdu quelque part entre 200 000 et 250 000 soldats. Et je parle bien de morts, pas de blessés. Les blessés sont plusieurs fois plus nombreux. Tout cela en plus d'une décennie de combat. Les États-Unis, eux, ont perdu 50 000 soldats. Le nombre de morts absolument colossal est une réalité très concrète. Poutine le sait. Alors quand il affirme que quelqu'un va lui donner un territoire pour lequel on s'est battu ainsi, je pense qu'il sait que ce n'est pas réaliste. Au final, le président Zelensky devra probablement accepter que certains territoires pris par les Russes ne pourront pas être récupérés immédiatement. Il ne sera pas obligé de les reconnaître. Mais je pense qu'un accord équitable et juste peut être trouvé, offrant une stabilité durable. Disons 25 ans de paix, si l'on parvient à bien négocier la question des garanties de sécurité. Donc oui, en somme, tout ce qu'il faudrait, c'est amener la Russie à céder sur presque toutes ses positions, et cela depuis une position de force. Qu'en dites-vous? Rappelons que c'est le même homme qui avait déclaré que, lorsqu'il dirigeait la CIA, son travail était de mentir. Et je pense qu'il s'est montré excellent dans cet exercice. Il continue de mentir à propos de toute cette affaire en Ukraine. Il a adopté un récit totalement fictif, celui qui prétend que tout aurait commencé par la décision soudaine de Poutine, un matin, d'envahir l'Ukraine. Tout cela est absurde. Je ne prêterai aucune attention à ce que dit Pompeo. J'écarterai cela d'emblée, car c'est indigne d'une discussion sérieuse. Et soit dit en passant, je pense que le président Trump dirait probablement la même chose en privé. Oui, c'est vrai. Mais c'est tout de même regrettable. Toi, tu le sais, et tu as de bonnes raisons de l'affirmer. Mais la plupart des gens qui regardent la télévision n'en savent rien. Eux, ils se disent « Waouh, un ancien directeur de la CIA, un ancien secrétaire d'État, il doit avoir du poids. Et il est encore en bons termes avec le président Trump. » Alors on se demande, quel est l'intérêt de le faire parler ainsi? D'ailleurs, cela a été, d'une certaine façon,
reflété par Emmanuel Macron il y a environ une semaine, lorsqu'il se moquait de la position russe. On a entendu la présentatrice dire « C'est ridicule de penser que la Russie, qui n'a pas réussi à prendre le Donbass en 3 ans et demi, va se voir offrir ce territoire sur un plateau. » Macron a un peu repris cette idée en disant « Regardez, depuis novembre 2022, la Russie n'a conquis qu'1% de territoire supplémentaire. Donc elle n'est pas si puissante que ça. » Nous avons déjà emprunté cette voie. Poutine avait présenté cette opération comme une opération militaire spéciale. Il ne l'avait pas décrite comme une guerre totale. Mais il a découvert, après les premiers mois, disons 6 mois, qu'il n'affrontait pas réellement l'Ukraine, mais les États-Unis et l'Occident. Principalement la puissance militaire américaine et toutes ses capacités colossales de la mer jusqu'à l'espace. Lorsque cela a finalement été compris, mais pas dès le départ, car le président Poutine, qui a toujours eu une vision plutôt favorable de l'Occident, a dû se rendre à l'évidence que cette action était totalement malveillante et visait à détruire la Russie. À partir de ce moment-là, tout a changé. Je pense simplement que Macron est un autre mondialiste. Les mondialistes à Londres, Paris et Berlin s'accrochent désespérément au pouvoir en ce moment. Leur population déteste presque unanimement Macron, Starmer et Scholz. Mais l'appareil répressif qu'ils contrôlent, les médias, les institutions gouvernementales, les services de renseignement, travaillent jour et nuit pour empêcher l'émergence d'une opposition viable. C'est ce qui est arrivé à l'Alternative pour l'Allemagne. Cela se produit en France. Cela se produit en Angleterre surtout, mais aussi en Écosse et au Pays de Galles dans une moindre mesure. La partie la plus triste, c'est que tout cela est sans espoir, parce que la guerre est en train d'être gagnée par les Russes. Maintenant, au sujet du territoire. Le président Poutine n'a jamais lancé cette opération pour conquérir du territoire. Jamais. Ce sont nous, les Occidentaux, qui obsédons sur la question territoriale. Ce qu'il voulait, c'était anéantir totalement la menace ukrainienne. Et cette menace était incarnée par ses forces paramilitaires et armées. Elles sont pratiquement détruites. Soyons clairs, elles ont été tuées en très grand nombre. Nous disposons aujourd'hui de nombreuses informations qui parlent de 1 700 000 à 1 800 000 Ukrainiens tués sur ce champ de bataille d'Ukraine orientale. Et c'était vraiment l'objectif, détruire cette entité. Les Russes opèrent désormais de l'autre côté du fleuve. Beaucoup de gens n'en ont pas conscience. À la périphérie d'Odessa, des forces spéciales dirigent des frappes et neutralisent la base opérationnelle du régime à Odessa. Je pense que nous verrons davantage de cela à l'avenir. Et si l'on revient à l'histoire et aux origines de ce que nous appelons l'Ukraine et la Nouvelle-Russie, créée sous Catherine la Grande, cela remonte à la conquête de la Crimée, puis à la colonisation des zones le long de la mer Noire jusqu'à la frontière roumaine et le long du Dniepr. Ces faits sont réels, et Poutine l'a clairement affirmé. Cette portion, peuplée de Russes, où la langue, la culture et l'identité russe dominent, sera protégée. Elle sera conservée. Elle ne sera pas abandonnée. Mais l'idée qu'il ait jamais voulu marcher jusqu'à la frontière polonaise est une absurdité. Maintenant, si personne n'accepte de s'asseoir et de conclure un accord avec Moscou, transformant ce qui reste de l'Ukraine en un État neutre, à la manière du traité d'État autrichien, alors, je suppose que les Russes traverseront en force et marcheront vers l'ouest, parce qu'ils n'auront tout simplement pas le choix. Ce que les Russes ne veulent pas faire, c'est refaire cette guerre. Mais encore une fois, nous n'avons jamais vu les choses sous cet angle, parce que nous ne le voulons pas. Nous voulons présenter Poutine comme l'agresseur. Il doit être diabolisé. Il est la nouvelle version de Kadhafi ou de Saddam Hussein. Vous savez, les suspects habituels. Tout cela n'a aucun sens. Et malheureusement, quand vous écoutez Pompeo et d'autres, ils retombent sur ce récit mensonger. Ce récit est repris, en particulier par Fox News, mais aussi par les autres médias grand public. Soyons clairs. Notre génération, ma génération, je suis un soi-disant boomer, eh bien, nous regardons tous ces chaînes, moi non. Enfin, parfois je mets ça juste pour voir ce que dit l'autre camp. Mais malheureusement, la majorité des gens de mon âge continuent à retourner à ce puits empoisonné pour avaler encore du poison. Le reste, vous savez, les 40 ans et moins, eux, se sont éloignés.
Ils vont chercher leurs informations ailleurs. Oui, comme les analyses approfondies de Daniel Davis. Voilà pourquoi nous sommes à l'antenne en ce moment pour vous entendre parler de tout ça. Vous avez mentionné que la Russie ne veut pas refaire cette guerre. Pompeo a dit, vers la fin de ce passage, que si nous obtenons correctement les garanties de sécurité, nous pourrions avoir jusqu'à 25 ans de paix avant qu'un nouveau conflit n'éclate. En regardant à quoi pourraient ressembler ces garanties. Hier, on a demandé au président Trump depuis le bureau ovale, Nous ne savons pas vraiment ce qu'elles seront, mais une chose est sûre, ce sera facile. Bon, en réalité, nous ne savons pas ce qu'est une garantie de sécurité, parce que nous n'avons même pas encore discuté des détails. On verra. Premièrement, l'Europe va leur donner des garanties de sécurité significatives, et elle le devrait parce que c'est sa frontière. Mais nous serons impliqués en soutien. Nous allons les aider. Et je pense que si nous obtenons un accord, et je pense que nous l'obtiendrons, alors il n'y aura pas trop de problèmes. et il a dit, mais au fond, on ne sait même pas. Tout cela est insensé. Nous avons eu la réunion en Alaska, puis au bureau ovale avec l'Europe, et maintenant, hier encore, nous disons que nous ne savons même pas quels sont les termes que nous essayons de conclure, mais que ça ne sera pas difficile. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Pas grand-chose. C'est du vent. Avec tout l'air chaud qui sort du bureau ovale ces temps-ci et du Congrès, je suis étonné que Washington soit encore sur la planète et ne se soit pas envolé dans l'espace. Je pense que nous devons comprendre qu'il y a certains pays qui ont un intérêt vital et légitime dans ce qui arrive à l'Ukraine. Si vous vivez en Lituanie, oui, les Lituaniens ont un intérêt, mais pas autant que d'autres. La Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie. Voilà les États clés qui bordent l'Ukraine. Dans le cas de la Pologne et de la Hongrie, et je ne sais pas pour la Slovaquie, ils ont aussi certains intérêts territoriaux, compte tenu de leur histoire. Je sais par exemple que les Hongrois aimeraient rapatrier les 200 000 Hongrois vivant encore en Ukraine. Il faut remonter jusqu'au traité de Versailles et ensuite au tragique dénouement de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre que beaucoup de ces gens se sont retrouvés là où ils ne voulaient pas être, sous des gouvernements auxquels ils ne voulaient pas être subordonnés. Donc oui, tous ces pays ont un intérêt direct dans l'avenir de l'Ukraine. Ce sont eux qui doivent vraiment s'asseoir à la table avec les Russes. J'ajouterais que les Allemands aussi. Parce qu'ils ont toujours joué un rôle très important en Europe centrale et orientale. Ils ont des intérêts stratégiques à long terme avec la Russie, ils doivent s'asseoir, ils doivent faire partie des négociations. Mais pour le reste des Européens, ils ne connaissent rien à la région. Ils n'ont aucune expérience, ils s'ingèrent, ils mènent des activités malveillantes. Nous voilà revenus à l'époque où le MI6 semait le chaos dans les Balkans. En Croatie, en cherchant à attiser le conflit avec la Serbie, ou en installant au pouvoir, dans ces États balkaniques, des dirigeants comparables à ceux d'Europe occidentale, ennemis de leur propre peuple et de leur pays. Tout cela doit cesser. Mais malheureusement, c'est en pilote automatique aujourd'hui. Et je ne pense même pas que le président Trump ait pleinement conscience de la gravité du problème. L'idée que ce que pense Macron à Paris ou Starmer à Londres soit important pour l'issue de tout cela est une absurdité. Ce sont juste des mondialistes cramponnés au pouvoir, essayant de convaincre tout le monde que la Russie est une grande menace prête à envahir l'Europe. C'est tout simplement faux. Ça n'a jamais été vrai, ni au début de cette histoire, et ça l'est encore moins aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire européenne. Tout le monde, sauf les États-Unis et leurs amis mondialistes, veut la paix. Ils veulent la paix et la prospérité. Voilà ce qu'ils veulent. La bonne nouvelle, c'est que le président Trump a dit quelque chose de sensé, que nous sommes dans une position de soutien. C'est une bonne chose. Et il devrait le répéter. Parce que ce sont les Européens qui doivent trouver un accord avec la Russie, pas nous. Nous avons bien sûr des intérêts vis-à-vis de la Russie, nous voulons de bonnes relations avec elle, et je pense que, en privé, le président Trump dirait la même chose. Le problème, c'est qu'il se tire une balle dans le pied, en tenant certains propos, et surtout en ne reprenant pas en main la CIA et d'autres agences gouvernementales, pour les aligner sur une vraie stratégie
une stratégie sérieuse, tournée vers la paix et la prospérité. Mais je suis content qu'il ait dit soutien. C'est là que nous devons être en Europe. Pas en première ligne, pas comme acteur central qui se substitue à tout le monde. C'est absurde. Et vous savez, je vais vous montrer quelque chose qui illustre pourquoi l'Europe veut tellement nous mettre, non pas en soutien, mais en première ligne. Parce que Macron et Starmer, en particulier, répètent sans cesse cette idée de la soi-disant coalition des volontaires. Cette coalition des volontaires dont ils parlent, ils veulent qu'elle dispose de troupes capables de superviser ce cessez-le-feu qu'ils souhaitent, ou ces négociations de fin de conflit, etc. Mais comme l'a souligné Sean Bell sur Sky News ce matin, c'est un défi bien plus lourd qu'ils ne l'imaginent. Quelle forme cela prendra-t-il? En fin de compte, il faut que ce soit crédible et que ça ait du mordant. L'un des défis auxquels l'Ukraine fait face, c'est qu'elle a au moins 1600 km de ligne de front, voire davantage si l'on inclut la frontière avec le Bélarus. Et pour donner une idée de l'ampleur des forces nécessaires au sol, si l'on plaçait des troupes tous les 20 mètres environ, ce qui ne paraît pas très crédible comme dispositif de dissuasion, il faudrait 100 000 soldats pour tenir la ligne de front. Mais il faut aussi leur accorder du repos. Donc il faudrait 4 mois en service, 4 mois de repos, puis 4 mois d'entraînement avant de revenir en déploiement. Ce qui veut dire qu'en réalité, il faudrait 300 000 soldats pour pouvoir tenir la frontière. D'où viendraient-ils? Eh bien, la dure réalité, c'est que même si vous utilisiez toute l'armée britannique, environ 30 000 soldats déployables, cela représenterait à peine 10% du total. La France pourrait peut-être fournir 10% supplémentaires. Mais il est clair que l'Italie n'enverrait personne. La Pologne, elle, s'inquiète de sa propre sécurité nationale. Et il n'y a aucune chance que l'Amérique veuille s'embourber en Ukraine. Alors, où trouver le reste de ses troupes? Ce n'est tout simplement pas une option crédible. Je suis désolée. En réalité, c'est la date du 19, pas d'aujourd'hui. J'ai vu la vidéo ce matin. Mais même là, ces chiffres sont faux, parce que cela suppose que chaque soldat est un combattant en ligne, ce qui est absurde. Il faut aussi compter tout le personnel de soutien, les logisticiens, les opérateurs, les unités médicales, etc. On se rapprocherait en fait de 6 à 700 000 soldats, et il n'y en a pas une fraction de disponible. Alors, si un jour il faut vraiment montrer les effectifs, qu'est-ce que l'Europe pourra faire? Pas grand-chose. Et il y a un autre facteur dont personne ne parle jamais. Après la guerre du Vietnam, lorsque je suis entré dans l'armée après le cours de Ranger d'hiver, j'ai été diplômé de West Point en 1976, puis j'ai suivi la formation blindée avant de rejoindre ce cours. J'ai été affecté à mon premier régiment de cavalerie en Allemagne en mars 1977. À ce moment-là, notre armée est en très mauvais état. Je dirais même qu'en 1975, nous avions touché le fond. La guerre du Vietnam avait détruit l'armée américaine. C'était pas seulement le fait du Viet Cong ou de l'armée nord-vietnamienne, mais aussi nos propres politiques. La façon dont les généraux commandaient et géraient les forces. Tout cela avait détruit l'armée des États-Unis. Il a fallu, je dirais, de 1975 à 1985 pour reconstruire cette armée. Et encore, nous n'avons pas vraiment bâti une armée nouvelle. Nous avons repris la structure de la Seconde Guerre mondiale, nous l'avons améliorée, dotée de nouveaux équipements, adapté certaines politiques de formation et de gestion du personnel. Mais le fond de mon propos, c'est que les Européens ne peuvent pas espérer avoir une véritable force terrestre crédible, correctement organisée et entraînée à l'échelle stratégique, avant 10 ans. Donc l'idée que l'accord dont vous parliez puisse inclure une force crédible est une absurdité. En attendant, la force qu'il décrit se retrouverait face à une armée russe très bien entraînée, aguerrie par les combats, désormais très bien commandée, dotée de technologies de pointe et qui sait se battre. Tout cela est du non-sens. Il faut revenir à un modèle comme celui du traité d'État autrichien. Celui-ci interdisait toute présence de forces américaines, européennes ou de l'OTAN en Autriche.
Vous vous souvenez qu'en 1991, lorsque nous sommes rentrés d'Arabie Saoudite, nous avons dû contourner l'Autriche en avion parce que les Autrichiens, neutres, n'autorisaient même pas le survol de leurs troupes. Voilà ce dont il s'agit, un État véritablement neutre. C'est ce que veulent les Russes, avec des limitations sur ce que cet État peut faire. Et comme l'ont répété l'ambassadeur Chas Freeman, le professeur John Mearsheimer et bien d'autres, la neutralité a été la meilleure chose qui soit arrivée à l'Autriche. Aujourd'hui, les Autrichiens ont un niveau de vie supérieur à celui des Allemands, ce qui n'avait jamais été vrai auparavant. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton Rejoindre, juste à côté du bouton S'abonner, ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien, et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Ce qui me sidère encore, même si tu ne seras pas surpris, c'est que Lord Ricketts, ancien conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, parlait récemment de ces difficultés évoquées par Sean Bell et d'autres analystes, mais il affirmait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Selon lui, la Russie a déjà perdu. En regardant le tableau d'ensemble, il dit qu'elle a déjà perdu lourdement, parce que l'une des choses qu'elle ne voulait pas, c'était plus d'OTAN à ses frontières. Or, la Finlande et la Suède ont désormais rejoint l'OTAN, ce qu'elles n'auraient jamais fait sans la guerre. Et les Européens sont désormais déterminés à augmenter leurs dépenses militaires, à assumer plus de responsabilités et à soutenir l'Ukraine. Donc, selon lui, la Russie a d'une certaine manière déjà perdu, et l'Ukraine va devenir un pays pro-occidental démocratique sur le long terme. Un pays pro-occidental démocratique. Tu veux dire l'un des plus grands États criminels organisés du monde, impliqués massivement dans le trafic de drogue, la traite d'êtres humains et toutes sortes de crimes, qui deviendrait soudain ce paradis libéral démocratique. Je trouvais amusant qu'il arbore son petit pen ukrainien à la boutonnière. Voilà évidemment un esprit objectif et un grand analyste. La vérité, c'est que toute la classe dirigeante britannique est atteinte d'auto-illusion. On parle d'un pays aujourd'hui au bord de la révolte ouverte contre son gouvernement, parce que ce gouvernement œuvre à la destruction de son propre peuple. Et Ricketts en fait partie. La réalité, c'est qu'il est dans le déni complet. Et il se trompe. La Russie n'a rien perdu du tout. La Russie est en meilleure posture qu'elle ne l'a jamais été. Et la Russie cherche manifestement la paix, comme n'importe quel État normal le ferait. Elle cherche des partenaires pour la paix. Mais ces partenaires hésitent à quitter ce cadre appelé OTAN pour agir seuls, à l'exception du Premier ministre Viktor Orban et, je dirais, de Robert Fico en Slovaquie. Eux sont à l'avant-garde d'un vaste mouvement qui commence à prendre forme. L'OTAN est fini. Je l'ai dit 1000 fois, c'est un patient en phase terminale. En d'autres termes, vous entrez dans la chambre et voilà le malade en fin de vie. Il est branché à toutes les machines. Il ne peut ni parler, ni bouger, ni faire grand-chose. Et des gens comme Ricketts veulent juste faire une coupe de cheveux et un rasage au patient. La vérité, c'est que les autres présents dans la pièce vont débrancher ce patient. Il va disparaître. L'OTAN ne sert pas le but pour lequel elle a été fondée. Et elle erre dans le désert, cherchant une raison d'exister depuis la chute de l'Union soviétique. Ils ont choisi la mauvaise raison, la guerre contre l'Union soviétique. Mais ce sont des globalistes. Ils ont besoin de cette image d'ennemi, ils ont besoin du mensonge, ils ont besoin d'un récit totalement faux et fictif. Ils en ont besoin parce que sinon, si on abandonne ce récit et que les gens réalisent « bon sang, nous avons perdu lourdement », l'OTAN a été un échec total. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient, jusqu'au moindre détail, contre les Russes et ils ont été écrasés et nous avons tué des millions de personnes ou détruit ce pays qu'est l'Ukraine. Elle ne retrouvera peut-être jamais sa position ou sa force d'antan. Et tout ça, pourquoi ?
pour soi-disant nuire, blesser, détruire la Russie. C'est un énorme échec. Si Starmer est contraint de l'admettre, si Macron est contraint de l'admettre, si Merz est contraint de l'admettre, ils sont finis immédiatement, en quelques minutes. Je pense qu'ils vont tous disparaître rapidement de toute façon. Mais néanmoins, ce serait la chute de tout le projet globaliste, dont le projet Ukraine est une grande partie. Souvenez-vous, ce sont tous les mêmes qui ont invité des millions de personnes venant d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'ailleurs à entrer dans les différents États européens. Et cela a créé chaos et désordre, parce que les habitants de ces pays ont dit « Attendez une minute, nous ne pouvons pas les accueillir, nous ne les voulons pas. Pourquoi sont-ils ici? Qu'y a-t-il de mal à être allemand, français, anglais, gallois, écossais, irlandais ?» Tout le monde commence à se poser ces questions, parce que les Italiens en ont assez. Mais personne n'a été prêt à se lever et à dire « D'accord, je vais prendre tous les abus pour être tout ce que vous dites que je suis, vous savez, raciste, bigot, tous ces trucs. Je m'en fiche maintenant. J'aime mon pays, je vais le défendre jusqu'au bout. Et la guerre que nous devons gagner n'est pas dans l'est de l'Ukraine. Elle est à l'intérieur de nos propres pays. Voilà le problème qui arrive. » Aujourd'hui, Nigel Farage tient un certain type de réunion publique, ou l'a peut-être déjà tenue, pour présenter une stratégie que je trouve excellente sur comment il va expulser un grand nombre de personnes d'Angleterre. C'est ce dont nous avons besoin. Je veux dire, il y a eu plusieurs milliers d'Autrichiens, je ne sais pas combien exactement, des dizaines de milliers peut-être, je ne sais pas la taille exacte. Ils ont manifesté récemment à Vienne. Et tous scandaient « pas d'importation », il est temps de déporter, et ils veulent expulser autant de non-européens qu'ils ont dans leur pays. Le point, c'est ceci. Il y a toujours un certain nombre de personnes venant de l'extérieur qui peuvent être admises dans une société si elles sont différentes de la société en petit nombre, et la société peut gérer cela. Ce qu'elle ne peut pas gérer, c'est une invasion massive de millions. Nous ne gérons pas bien cela. Ils ne gèrent pas bien cela. Ça doit cesser et cela doit être inversé. Et c'est là où nous nous dirigeons. Nous nous dirigeons tous, là-bas. Je souhaite juste que nous ayons une véritable stratégie. Je me réjouis quand je vois le président Trump dire que Washington est une honte. Bien sûr que ça l'est. J'ai vu la situation se détériorer pendant des décennies. J'ai toujours été gêné avec mes collègues européens de l'OTAN chaque fois que je revenais pour des conférences à Washington. Et ils venaient avec moi, et vous voyez ce qu'il y avait dans les rues de Washington. Et la criminalité était hors de contrôle, mal gérée, mal organisée. L'aéroport de Dallas est un désastre. Il veut changer cela. Je suis totalement pour. Mais bien sûr, vous et moi savons que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons au moins 10 ou 12 grandes villes de plus d'1 million d'habitants dans un état terrible. Et que disent les critiques? Oh, c'est merveilleux. Ça s'est tellement amélioré. Oh, nous devrions célébrer la présence de dizaines de milliers de personnes dépendantes aux drogues vivant dans la rue. C'est formidable, non? Non, tout cela doit cesser. Même problème en France, en Italie, en Allemagne, et cela, c'est commun à nous tous. Cela sera inversé. Cela va être difficile, ça va être laid, et tout le projet globaliste va s'effondrer. L'Ukraine va disparaître comme problème parce que nous ne pouvons pas le résoudre. Et je pense que le président Trump sait que nous ne pouvons pas le résoudre. C'est une question qui relève de la décision des Russes. Ça l'a toujours été pour une raison très simple. Qui était prêt à se battre? Les Russes. Nous étions-nous prêts à nous battre? Non. L'un des États européens était-il prêt à y aller et à combattre, à l'exception possible des Polonais, qui ont envoyé des milliers de leurs hommes dans l'armée ukrainienne pour combattre, et au moins 2 ou 3 000 sont revenus morts, les Polonais ayant dit « Oups, nous avons fait une erreur. C'était une idée stupide. » Donc, je ne vois plus personne y aller. Point final. Je pense que toute idée de garantie doit revenir au traité d'État autrichien. Que garantissait-on à ce moment-là? Il n'y avait aucune force impliquée. Nous et nos alliés européens avons simplement dit « Oui, nous respecterons les dispositions de ce traité. Nous n'essaierons pas d'introduire des armes, du matériel, des personnes ou quoi que ce soit en Autriche. L'Autriche se gouvernera elle-même.
Et nous acceptons que les Russes surveillent cela pendant environ 25 ans pour s'assurer que toutes les dispositions qu'ils ont définies ont été effectivement acceptées et mises en œuvre. Et cela a fonctionné. Il n'y a rien de mal à cela. C'est ce qui doit se passer en Ukraine. Mais si vous dites que nous allons faire cela, alors vous admettez que tout cela est un mensonge. Le projet entier depuis le début a été un mensonge. Et vous savez, c'est intéressant, vous utilisez l'expression « les Russes sont prêts à se battre », et clairement, nous ne le sommes pas. Je trouve souvent cela comique quand on entend tant de cette coalition des volontaires et qu'ils veulent ces garanties de sécurité comme moyen de dissuasion contre la Russie, alors que nous avons prouvé depuis 3 ans et demi que personne en Europe n'ira combattre avec ses troupes maintenant. Pourquoi le ferait-il plus tard ? Cela défie toute logique réelle. Mais les Russes, en revanche, ont été très clairs sur ce point. Et plus tôt dans l'une de mes émissions aujourd'hui, nous avons eu l'ambassadeur adjoint de l'ONU pour la Russie, Dmitry Polyansky, et je lui ai demandé, je dis, vous savez, je crois que c'était en mai, votre supérieur Nebenzia, l'ambassadeur russe à l'ONU, sur le parquet de l'ONU, que la Russie accomplirait soit ses objectifs de l'opération militaire spéciale par des négociations, soit sur le champ de bataille. Et je lui ai demandé ce matin. Est-ce que quelque chose a changé depuis le début? Pas seulement mon supérieur, mais le président Poutine, le ministre Lavrov. Nous disons que nous sommes prêts à poursuivre notre combat si l'autre partie n'écoute pas ce que nous disons et si l'autre partie préfère faire voir la solution sur le champ de bataille. Ce n'est pas le scénario que nous privilégions, mais nous sommes prêts pour ce scénario et rien n'a changé à cet égard. Et voilà, c'est clair. Alors la question est, est-ce juste la Russie qui se donne bonne figure, ou pensez-vous qu'ils veulent vraiment dire ce qu'ils disent ? Je pense que l'ambassadeur Polyansky a raison, et je ne doute pas de leur disposition à faire ce qu'il faut pour protéger leur pays, ce qui implique exactement ce que l'ambassadeur Polyansky a dit. Nous, de notre côté, et il faut garder cela à l'esprit, présentons maintenant Maduro au Venezuela comme un autre Saddam Hussein potentiel qui doit être renversé. On a vu comment ce type de changement de régime a fonctionné en Irak. Le peuple irakien veut que nous quittions le pays, et l'Irak est maintenant étroitement aligné avec l'Iran. L'État même que nous avions déclaré ne pas vouloir voir intervenir dans les affaires irakiennes. Nous avons tout fait pour les mettre au pouvoir en Irak. Donc je pense que nous faisons maintenant face à une situation similaire au Venezuela. J'espère que nous ne penserons pas en termes d'intervention directe, car si nous le faisons, nous le regretterons finalement. D'un autre côté, je soutiens totalement l'idée que le trafic de drogue et la criminalité qui émanent du Venezuela, remontant vers le nord par la mer, traversant l'Amérique centrale et franchissant la frontière mexicaine, doivent être traités de manière très substantielle. Mais je n'irai pas là-bas pour régler ça, car nos antécédents en matière de résolution de ce type de problème ne sont pas bons. Cependant, je vois beaucoup de preuves que nous nous préparons à quelque chose dans ce sens. En même temps, nous assistons à un renforcement des forces au Moyen-Orient pour préparer Israël à ce qui semble être une reprise de la guerre avec l'Iran. Bien sûr, nous avons été impliqués en Azerbaïdjan et en Arménie. Nous avons eu un joli et beau programme de type Reality TV montrant Aliyev, le dirigeant azerbaïdjanais, et Pachinian, le leader arménien, assis ensemble et signant soi-disant un grand accord de paix. Tout cela semble s'effondrer très rapidement. Et les différentes mafias qui maintenaient Aliyev au pouvoir manipulent maintenant sérieusement sa destitution parce qu'elles ont été complètement anéanties à l'intérieur de la Russie et leurs espoirs d'étendre leur contrôle, leur influence et leur argent s'évaporent. Les Arméniens qui vendaient normalement tous leurs fruits aux Russes se voient maintenant bloqués à la frontière russe et ne peuvent rien exporter. Donc, franchement, nous perdons. Une grande partie de cela, bien sûr, est inspirée par Israël. La plupart, même si nous voulons aussi démanteler l'initiative Ceinture et Route, le BRI qui part de la Chine, traverse l'Iran et les pays d'Asie centrale. Cela ne fonctionnera pas, mais nous essayons activement de le faire. Et puis nous avons cette affaire du Venezuela qui germe. À domicile, vous savez, nous sommes entrés à Washington maintenant. Le président parle de visiter d'autres villes. Eh bien,
Cela va. Mais encore une fois, où est la stratégie cohérente? Écoutons-nous juste un spectacle de reality TV. Oh, j'ai pensé à ça hier soir. Voilà ce que nous allons faire. Et tout le monde dit, oh, c'est génial, nous allons le faire maintenant. Il ne semble y avoir aucune cohérence. Il n'y a pas d'argument solide pour ou contre les choses. On ne voit pas de discussion. Et notre position à l'étranger a été dramatiquement affaiblie. Je veux dire maintenant, le président Modi, qui à mon avis est le dirigeant de l'un des pays les plus importants du monde, l'Inde, avec quoi 1,1 milliard ou 1,2 milliard de personnes refusent désormais de répondre aux appels du président Trump, ne veut pas lui parler. Je trouve ça très regrettable, mais c'est le produit des taxes douanières qui, je pense, ont largement eu un effet inverse sur les États-Unis. Donc, tout cela est un désordre, mais le spectacle de reality TV continue. Et les Américains sont facilement influencés par l'apparence. Si ça a l'air bien et que ça sonne bien, ça doit être bien. Et c'est là que la plupart des Américains qui regardent les médias mainstream résident vraiment. Ils résident dans le coin qui regarde l'écran géant et ils sont fascinés par le spectacle de reality TV. Maintenant, puisque vous avez mentionné le Moyen-Orient, il y aurait eu, semble-t-il, une véritable dispute lors d'une réunion du cabinet israélien entre le chef des FDI et Netanyahou, qui veut continuer l'occupation de Gaza, poursuivre cette destruction méthodique au bulldozer de l'infrastructure jusqu'à la transformer en poussière physique. Pas littérale, mais physique. Et il dit « Nous ne pouvons pas », a argumenté le commandant des FDI, « Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à ce conflit, sinon nous mettons nos troupes et les otages restants en danger. » Et jusqu'ici, il semble que Netanyahou ait continué selon sa propre version d'un reality TV show et dit « Non, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas suivre cela. » Au moins jusqu'ici, ils vont continuer l'occupation. Où voyez-vous cela aller? Les Israéliens, on me dit, essayent aussi de recruter des mercenaires de diverses sources occidentales. Des gens prêts à venir là-bas et à faire le travail pour de l'argent. Ils essaient également de convaincre des Juifs des États-Unis, d'Amérique du Nord et d'autres parties d'Europe occidentale de revenir et de rejoindre les FDI pour combattre. Cela ne fonctionne pas très bien. Je pense donc qu'il est indubitable qu'il a beaucoup de problèmes, mais il garde encore son atout majeur, qui est un contrôle absolu sur nous. Et nous ne réduisons en rien notre soutien. Nous fournissons à l'armée israélienne tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Et il n'y a eu aucun changement à cet égard. D'ailleurs, nous continuons de fournir les Ukrainiens. Nous envoyons des matériels là-bas. Il faut examiner où va l'argent et les activités plutôt que d'écouter la rhétorique. Et c'est là que l'on découvre qu'en réalité, rien n'a beaucoup changé depuis le départ de Biden. Et c'est le problème également. Je pense que M. Netanyahou a de sérieux problèmes, mais il conserve un énorme pouvoir et une grande influence, et il ne va pas les céder. Cela inclut le pouvoir et l'influence sur nous. Souvenez-vous, s'il recule sur n'importe quel point, c'est la fin de son projet du Grand Israël, qui a des implications pour la Syrie, le Liban, l'Égypte, la Jordanie et pour tout le monde. Il n'est pas prêt à le faire. Il dit que ce n'est pas fini, et je vais continuer à pousser en avant, et je pense toujours qu'il bénéficie d'un soutien énorme de la population israélienne. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ que ce qui a commencé avec l'attaque contre l'Iran pendant nos négociations avec les Iraniens n'est pas terminé. C'était une pause, pas une fin du conflit, et cela va, je suspecte, reprendre en septembre. Mais maintenant, où ça peut-il aller, Doug? Parce que quand on regarde cela, l'armée de l'air israélienne n'a pas été capable, de manière significative, de mettre fin au conflit à Gaza par elle-même. Les outils sont toujours là. Même le Hezbollah est fortement affaibli, mais il existe encore. L'Iran conserve ses capacités de missiles qui peuvent clairement pénétrer toutes les défenses aériennes intégrées d'Israël. Et puis on voit des choses comme ce qui s'est passé, a été rapporté dans les dernières 48 heures environ, où Israël attaquait un hôpital, et ensuite, quand les secouristes sont venus pour évacuer les victimes, ils ont tiré à nouveau et ont tué toutes ces personnes. Un crime abominable, abominable sous tous les angles. Et pourtant, il n'y a aucun recul, rien pour arrêter cela. Mais il n'y a pas
Je ne vois aucune capacité réelle pour accomplir ce dont vous parlez, ce projet du Grand Israël. Quelle que soit sa définition, je ne pense pas qu'ils aient la capacité de le réaliser. Autant que nous les soutenions, où cela mène-t-il? L'armée de l'air israélienne, à part son incapacité à, nécessairement, comme vous le signalez, submerger et détruire complètement les défenses aériennes intégrées en Iran, qui avaient été endommagées mais ont depuis été réparées et deviennent de plus en plus efficaces, selon ce que l'on m'a dit par diverses sources de renseignement. Mais gardez ceci en tête. Si vous croyez en ce que vous faites, vous continuez, quels que soient les inconvénients potentiels, tant que nous continuons à subventionner l'économie israélienne et à la maintenir à flot. Et nous injectons d'énormes quantités d'argent là-bas. C'est pas seulement militaire, c'est aussi pour maintenir le niveau de vie, sinon Israël s'effondrerait, vous savez, du jour au lendemain, sans ce type de subvention économique. C'est une chose. L'autre chose est que si vous parlez aux Américains, et j'essaie de leur parler partout où je voyage, je dirais au moins 50% du temps que les Américains à qui je parle, et je leur demande à propos de Gaza, soit n'y ont pas prêté beaucoup d'attention, soit disent « c'est bien, tuez-les ». Et je dis « eh bien, ce sont des êtres humains ». Je dis « eh non, ce ne sont pas, ce sont des Arabes musulmans. Peu importe, qu'ils les tuent. Ce n'est pas notre problème. Je suis sérieux. Je rencontre des gens qui me disent cela directement, tu as tort. Je pense que c'est génial. Trump fait exactement ce qu'il faut. Laissez ces Israéliens les tuer. C'est pas totalement surprenant, car la plupart des Américains ont été nourris d'une diète constante de haine envers les Arabes. Je veux dire, soyons honnêtes, connaître les Arabes du point de vue du soldat moyen qui se faisait tirer dessus au sol ne signifie pas forcément les aimer. Vous savez, nous étions au Moyen-Orient, nous comprenions les différences de culture, de mentalité et de comportement. Mais la personne moyenne ne comprend pas cela. Elle dit simplement « Oh, ces gens sont terribles. Ils méritent le pire. » Les Israéliens comptent là-dessus et ils ont les médias pour renforcer ce stéréotype négatif de manière répétée. Et soyons francs, vous savez, les musulmans n'aident pas à arranger les choses. S'ils abordent des sujets comme la loi de la charia et les crimes d'honneur, dans des endroits comme le Canada ou le Midwest, cela ne les rend pas sympathiques dans aucune circonstance. C'est inacceptable dans nos sociétés. Et cela se projette immédiatement sur les habitants de Gaza ou de la Cisjordanie, à tort ou à raison. Et dans la plupart des cas, je pense probablement à tort. Mais néanmoins, c'est un problème majeur. Et c'est pourquoi la soi-disant base MAGA continue de soutenir ce genre de politique. Ce n'est pas facile à comprendre ou à justifier. Je dis juste que ce sont les faits. Donc, si vous regardez cela, vous voyez l'énorme quantité d'argent disponible pour continuer à acheter du soutien au Congrès. Si vous regardez les gens qui entourent le président, qui ils sont, ce qu'ils représentent et les secteurs d'où ils viennent, en particulier le secteur financier, il n'y a aucune raison d'espérer un changement. Je pense donc que nous verrons une reprise de la guerre, je pense que nous allons voir plus de morts. Maintenant, qu'est-ce que cela provoquera dans la région? Et ça pourrait-il faire intervenir les Russes, les Chinois et d'autres? C'est tout à fait possible et c'est un ensemble totalement différent de questions à explorer. Mais pour l'instant, je pense que cela peut continuer. Je ne souscris donc pas à l'idée que Israël, en raison de ses contraintes internes évidentes, soit nécessairement incapable de soutenir l'opération plus vaste. Oui, ils peuvent ne pas être capables de l'accomplir, mais ils peuvent la soutenir. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Pour le temps qu'il nous reste, Doug, laissez-moi vous demander, quels sont les véritables intérêts de l'Amérique au Moyen-Orient? Si Trump devait vous appeler à nouveau et dire « Eh, j'aimerais votre avis. Que devrions-nous faire ici ?» Que pourrait réellement faire le président pour accomplir les intérêts américains authentiques au Moyen-Orient? D'abord, soyons francs, personne actuellement à la Maison-Blanche, ni au Congrès, ne va m'appeler pour un conseil concernant le Moyen-Orient. Vous avez entendu ce que Ted Cruz a dit dans sa discussion avec Tucker. Je pense que Ted Cruz est le proverbial sommet de l'iceberg. Il peut le présenter sous n'importe quelle forme, avec la religion ou autre. Mais au final, l'argent a été investi.
Le retour sur cet investissement est la guerre qu'Israël mène avec notre soutien dans la région. Et ça ne changera pas. Ce que je dirais, c'est que nos intérêts à l'échelle mondiale sont très simples. Nous sommes toujours intéressés par la stabilité, ou devrions l'être, afin que si nous voyons émerger un conflit potentiel, comme nous l'avons vu en janvier, février, mars 2022, notre intérêt immédiat n'était pas de contrôler des ressources, des minéraux ou du pétrole ou du gaz. Il s'agissait de trouver un moyen de rétablir un certain niveau de stabilité et d'ordre, un degré de stabilité d'ordre pouvant exister sans la présence ou l'usage de la force militaire américaine. Le meilleur arrangement est un arrangement avec lequel tout le monde peut vivre, pas nécessairement ceux que nous soutenons. Cela est vrai au Moyen-Orient. Nous voulons toujours faire des affaires. Nous voulons de bonnes relations commerciales. Voilà pourquoi, vous savez, le fait que quelqu'un comme Modi, même si la contribution de l'Inde à notre commerce est quelque part autour de 3-4%, il y a très peu de choses que nous achetons aux États-Unis venant de l'Inde. Même si c'est le cas, c'est le dirigeant d'un très grand pays avec un rôle potentiellement stratégique dans le monde et il ne veut plus nous parler et tout cela tourne autour des tarifs douaniers. C'est encore plus sérieux avec les Chinois pour des raisons évidentes. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Pourtant, nous avons ces décisions étranges. L'une vient d'être annoncée, et pour des raisons qui ne me semblent pas du tout logiques, le président Trump a décidé d'admettre 600 000 étudiants chinois pour étudier aux États-Unis. Franchement, je supprimerai les tarifs et trouverai un moyen de faire des affaires avec les Chinois, mais je n'inviterai certainement pas d'autres dans le pays, compte tenu du bilan. L'autre argument est, eh bien, nous avons trop d'universités et trop peu de jeunes de 18 ans pour y aller. Eh bien, peut-être que certaines de ces universités doivent disparaître. Ces universités financées par des terres, développées il y a des décennies, si elles ne trouvent pas d'étudiants pour y assister, alors il est temps pour nous de faire quelques ajustements. Cela entre dans tout le débat sur l'éducation. Qu'enseignons-nous aux gens? Que produisons-nous? À quoi sert un diplômé en vannerie ou en culture grecque ancienne ou quelque chose comme ça? C'est un gaspillage d'argent. Donc c'est un autre débat. Mais ce que je dis, c'est que les étudiants chinois dans ce pays ont également d'autres intérêts. Chaque Chinois qui quitte la Chine se voit dire « Si tu trouves quelque chose de valeur pour la Chine, c'est ton devoir solennel de le voler, de l'obtenir et de le ramener à la maison. » Cela est vrai depuis 2000 ans. Ce n'est pas une nouvelle politique inventée par Xi, qui se trouve juste être l'empereur actuel. Très bien. Alors pourquoi faisons-nous cela? Je ne le ferai pas. Donc je ne comprends pas. Mais je changerai radicalement ma relation commerciale avec les Chinois. Et je pense que nous devons le faire. Nous devons parvenir à une certaine entente. Ça n'a pas été possible avec le président Trump. Quand il est arrivé, il avait un territoire vierge. Tout était complètement ouvert et nouveau. Il aurait pu faire un nombre infini de choses. Et ce qu'il a fait, c'est essentiellement doubler les mauvaises décisions de ceux qui l'ont précédé. C'est un problème. Au fait, il a maintenant signé l'accord pour que le gouvernement prenne une participation de 10% dans Intel. Pourquoi? Pourquoi prenons-nous une participation dans une entreprise de haute technologie dans le monde de l'informatique? Et mettons le gouvernement dans une position où il investit et est maintenant responsable de l'argent des contribuables investis. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Pourquoi faisons-nous cela? Le gouvernement ne connaît rien au business d'Intel. Les dernières personnes que je voudrais voir impliquées dans le secteur privé sont des gens du gouvernement. Exactement. Donc c'est une erreur. Autre chose, tout le secteur dont Intel fait partie est inondé de liquidités. En fait, un de mes amis dans le business m'a dit ce matin, « Doug, nous avons trop d'argent poursuivant trop peu de bonnes idées. » Eh bien, pourquoi le gouvernement est-il là? Je commence à devenir très suspicieux quand je vois la main invisible de Peter Thiel et ses amis de Palantir et de la CIA bouger en coulisses, installant des gens dans les candidatures. Maintenant, le Congrès, ils disent probablement « Eh bien, c'est bien, peut-être qu'il y a plus d'argent pour moi », ce qui me déprime au-delà de toute croyance, n'est-ce pas? Oui.
On ne devrait pas être dans ce business. Et souvenez-vous de Chrysler, le renflouement, quelle catastrophe ce fut. Et la seule chose que nous avons réussi à faire, c'est renforcer le pouvoir croissant de l'industrie automobile japonaise. Pas très bon. Oui, il faut laisser certaines personnes échouer. Cela s'appelle la destruction créatrice. Oui, c'est la nature du marché. Bref, il se passe beaucoup de choses en ce moment, et je ne pense pas que le peuple américain comprenne ce qui se passe, parce qu'on ne leur dit rien et qu'ils ne regardent pas vraiment. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous aimons vous avoir dans cette émission. Et une des raisons pour lesquelles je comprends que vous vous rendez bientôt à Dallas. Je me demande si vous pourriez nous en dire un peu plus sur cela. Surtout si certains de nos auditeurs pourraient être présents pour vous voir. Oui, j'espère. Nous mettons quelque chose en place pour le 4e octobre au Museum of Flight. Je continue à me tromper. C'est ce musée brillant à environ 8 km du centre de Dallas. Et avec moi, bien sûr, le juge, qui n'a besoin d'aucune introduction, et Nathalie Brunel, que je pense être l'une des jeunes femmes les plus intelligentes et perspicaces que j'ai rencontrées. Et nous avons Olga Ravasi, qui modérera ce panel à travers toute une série de questions. C'est une personne extraordinairement brillante et qui apporte également une perspective intéressante compte tenu de son parcours. Je pense que c'est une tentative de lancer une conversation à travers le pays sur toutes ces questions. Ce n'est pas conçu pour dire au public comment le monde devrait être. Il s'agit plutôt de parcourir une série de questions et tous les sujets que vous et moi avons évoqués ici, et plus encore, puis d'interagir avec le public. Et c'est un public sélectionné. Tout le monde ne sera pas présent. Nous espérons environ 350 personnes et elles auront la possibilité de répondre aux questions et à ce que nous disons. Ensuite, bien sûr, il y aura un point de coupure. Nous ne pouvons pas passer 3 heures sur un sujet ou 2 heures. C'est essentiellement une réception d'1 heure, puis 2 heures non-stop de discussion sur tous ces sujets. Un ami m'a dit, cela ressemble à une combinaison de Phil Donahue et Jay Leno. J'ai répondu, eh bien, peut-être que c'est le cas. Nous voulons interagir avec le public. Nous voulons le faire. Nous espérons tous les 90 à 120 jours à travers le pays. Donc, Dallas est le point de départ. Nous voulons que les gens viennent, écoutent, répondent et expriment leurs opinions parce que nous voulons vraiment savoir ce que pensent les Américains. Je sais que cela peut sembler idiot, mais non, cela me semble fantastique.